Au 18e siècle, les colons nés en Nouvelle-France sont de plus en plus nombreux. Le terme habitant apparaît. Il sert à distinguer ceux qui sont établis dans la colonie de ceux qui sont simplement de passage, les marchands et les militaires par exemple. Si on ne se fait pas simplement appeler habitant, c'est pour marquer une différence avec les paysans français. Même les seigneurs s'appellent des habitants. Dans cet épisode, il sera question de la vie au quotidien des habitants de la Nouvelle-France et de leur rapport avec la métropole, un lien qui se fera de plus en plus distant. En arrivant en Nouvelle-France, les habitants sont face à un choix. S'installer en ville ou en campagne. Ceux qui choisissent la campagne s'installent sur les terres d'un seigneur et deviennent des censitaires. Durant les premières années du peuplement français, les colons construisent leurs maisons selon des techniques employées en France. Graduellement, les modifications voient le jour pour mieux répondre à la rigueur de l'hiver. La maison typique du colon comporte une seule pièce et une cheminée. C'est une habitation de survivance qui n'offre que le nécessaire. Malheureusement, avec une cheminée et des murs en bois, des incendies éclatent. C'est un risque que les habitants sont prêts à prendre pour plus facilement affronter l'hiver. Pour éviter que la neige s'accumule sur les maisons, les toits sont plus pointus. On réduit aussi le nombre de fenêtres au minimum pour ne pas laisser entrer le froid. D'ailleurs, pour se protéger du froid, les fenêtres sont doubles. Certains habitants installent même une série de planches sur le mortier pour se protéger du vent du nordais. Malgré tout, le froid fait son chemin dans les maisons et hante les nuits des habitants. Pour se réchauffer, on place des briques chaudes ou une bassine avec des tissons sous le matelas. Quelques colons vont jusqu'à se construire un lit-cabane, c'est-à-dire un lit dans une cabane faite de planches de bois à l'intérieur de la maison. Malgré le froid, après avoir construit sa maison et défriché une partie de sa terre, la vie est un peu moins pénible qu'en France, où la guerre et la famine sont les maîtres. Dès que l'hiver se fait sentir, on emprunte aux Autochtones des vêtements qui répondent mieux à la rigueur du climat. Je pense aux mocassins et aux habits de peau, entre autres. On utilise également des raquettes, des canaux d'écorce et des toboggans pour se déplacer. 3 inventions que l'on doit aux Autochtones. Quand les chaleurs de l'été arrivent, les hommes et les femmes portent une tunique qui arrive à la mi-cuisse. Le clergé ne tarde pas à reprocher ce manque de pudeur. On se scandalise de voir des épaules et des décolletés. Le symbole par excellence de l'habitant est sa tuque rouge, même si on a aujourd'hui tendance à exagérer le nombre de personnes qui en portaient une. Les habitants aiment porter de beaux vêtements, surtout les dimanches pour aller à la messe. D'ailleurs, le portique de l'église est le lieu de rencontre de prédilection des habitants. Malgré la distance avec l'Europe, on suit les modes françaises. Les chapeaux et les perruques sont les modes qui traversent peut-être le plus l'océan. Ce sont surtout les personnes âgées qui portent la perruque. Les jeunes préfèrent avoir les cheveux longs et attacher leurs cheveux avec un morceau de cuir. Les habitants proviennent de plusieurs endroits de France. Parmi eux, on compte la Normandie, l'Île-de-France, la Poitou et la Saintonge. Comme les origines sont diverses, la cuisine et l'alimentation le sont tout autant. À cette époque-là, la cuisine française n'est pas encore uniformisée. En revanche, au fil du temps, la cuisine s'uniformise en Nouvelle-France grâce à un mariage de la cuisine française et de recettes autochtones. On cultive de nouvelles plantes, comme le maïs, la courge et le haricot. Grâce aux Autochtones, les habitants découvrent le sirop d'érable et perfectionnent sa création au fil du temps. On fume aussi le tabac. Puisque les habitants arrivent avec seulement un coffre en guise de bagage, peu d'entre eux ont de la vaisselle. On utilise donc des pains en forme de bol où on enlève la mie. Et hop, nous avons un bol que nous pouvons manger. Il fallait y penser. On boit du vin, de la bière, du cidre et même du rhum. Les voyageurs sont fascinés de voir tout l'alcool que prennent les habitants. On boit aussi du bouillon, un mélange facile à préparer et peu coûteux. Pour en faire, il faut une pâte à pain que l'on met en boule dans de l'eau. Et il s'y crée une fermentation légèrement alcoolisée. Parmi les animaux que l'on fait venir de France, on retrouve le cochon pour sa viande, le bœuf pour les travaux agricoles, la vache pour son lait. Il y a peu de moutons, mais beaucoup de chats pour chasser les rats. Le chien est présent, mais est moins populaire que de nos jours. Le cheval fait également partie du quotidien du colon. Cependant, il se trouve très rarement sur la table. On utilise le cheval pour se déplacer et il devient le meilleur ami de l'homme. Même dans les moments où la nourriture vient à manquer, on ne veut pas manger son cheval. C'est comme si de nos jours, on demandait à un Québécois de manger son chien. C'est Jean Talon qui fait venir les premiers chevaux en Nouvelle-France. Il donne un cheval par famille, à la condition que celle-ci lui donne un poulain dans 3 ans.
La mesure fonctionne à un point où il y a bientôt trop de chevaux. Les habitants les plus riches ont un cheval par membre de la famille, même pour les enfants. L'administration de la colonie a peur que cela diminue l'endurance et la force physique des habitants. Sur l'île de Montréal, on interdit les familles de posséder plus de 2 chevaux et 1 poulain par famille. Chez les jeunes hommes de la Nouvelle-France, on fait des courses de chevaux pour savoir qui a la monture la plus rapide. Un peu comme on le voit dans Fast and Furious. Aussi absurde que cela puisse paraître aujourd'hui, on interdit les galopements à la sortie de l'église. Chez les habitants, les filles se marient généralement beaucoup plus jeunes que les garçons. La loi permet aux filles de le faire à partir de 12 ans. Du côté des jeunes hommes, il faut attendre l'âge de 14 ans. Pour se marier, le jeune homme doit avoir l'autorisation de son père. Cependant, il existe le concept de sommation respectueuse. C'est-à-dire que si le fils demande 3 fois à son père de se marier et que celui-ci refuse 3 fois, le jeune homme peut se marier sans la permission de son père. En Nouvelle-France, il n'est pas rare de voir des futurs mariés qui anticipent et partagent déjà la même maison. Parfois, on ferme même les yeux sur les enfants du couple même s'ils ont été conçus hors mariage. On cache toutefois cette information au curé. Une fois le mariage consommé, on cesse de cacher les enfants convaincus qu'ils sont légitimés. Les personnes veuves restent généralement célibataires peu de temps car la vie est dure et coûte cher. Puisque les femmes se marient plus jeunes que les hommes et qu'elles participent beaucoup moins aux affrontements armés, elles survivent souvent à leur mari. Puisqu'on a longtemps eu moins de femmes que d'hommes dans la colonie, les veuves n'ont pas de problème à trouver un second époux. Les femmes en Nouvelle-France ont plus de liberté qu'en Europe. Toutefois, tout comme en France, une femme a besoin de l'autorisation d'un juge pour signer à la place de son mari. Puisqu'il n'y a pas de juge en Nouvelle-France, on permet aux femmes de signer pour leur époux si celui-ci y consent. On voit donc des femmes d'officiers signer des permis de traite pendant que leur mari est en voyage en France ou à la guerre. Il n'est pas rare de voir des femmes se présenter en cour pour représenter leur mari absent. Certaines possèdent même leur propre commerce. Je pense entre autres à Jeanne Crevier, qui se lance dans le commerce de l'alcool. La peur des Iroquoiens fait partie du quotidien de l'habitant. Même les femmes apprennent à tirer le mousquet en cas d'attaque. À cette époque, en France, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le français n'est pas aussi répandu qu'aujourd'hui. En fait, dans le pays, il n'y a pas de langue commune. On utilise donc plusieurs langues et dialectes. Puisque les habitants de la Nouvelle-France proviennent de plusieurs régions de France, plusieurs patois se rencontrent. On y parle entre autres le breton et le normand. Par contre, comme la population de la colonie est petite, une uniformité de la langue s'effectue au profit de la langue française. Règle générale, les habitants ne lisent pratiquement jamais. Les journaux n'existent pas dans la colonie, mais on importe quelques livres de la France. Du côté des communautés religieuses, elles réussissent à se munir de collections de livres impressionnantes. Si la littérature n'est pas le fort de la population, la musique occupe une place plus importante. La musique s'entend à la messe et dans les maisons des colons. On ne se gêne pas pour composer sa propre musique. Certains textes sont grivois à un point où on interdit la composition de chansons grivoises. Entre Noël et Mardi Gras, les fêtes s'accumulent. On y chante, on y danse. Environ 1 année sur 4, durant le temps des fêtes, la glace est assez épaisse sur le fleuve Saint-Laurent pour qu'on puisse y marcher. Lorsque cela arrive, les gens de Québec et de Lévis n'hésitent pas à se donner rendez-vous pour Noël et le jour de l'an. On s'entend qu'il n'y a pas de pont qui traverse le fleuve à cette époque-là. Ces rencontres ne plaisent évidemment pas au clergé car ce sont des occasions de péché. Monseigneur de Valier recommande même au gouverneur que les filles de danse qu'entre elles pour limiter les tentations. L'immensité du territoire et l'influence des cultures autochtones favoriseraient l'émergence d'une indépendance d'esprit et une moins grande obéissance envers les autorités. Parfois, on va même jusqu'à s'opposer aux ordonnances du gouverneur. Certains n'hésitent pas à pratiquer la traite des fourrures sans permis. Les Français trouvent souvent que les habitants sont trop frivoles, trop libres et peu disciplinés. Pour régler le problème, Frontenac demande au roi une ordonnance pour empêcher les habitants de quitter leur village pour plus de 24 heures. Les rebelles sont passibles de la peine de mort. Oui, t'as bien entendu. On va aussi jusqu'à interdire aux colons de chasser à plus d'1 lieue à la ronde.
ce qui équivaut à un peu moins de 5 km. Malgré tout, les voyageurs ne se gênent pas pour parler de l'hospitalité des habitants. Graduellement, les colons sont de moins en moins français et de plus en plus des habitants, que ce soit au niveau des vêtements, de l'alimentation, de la langue et des coutumes. Ce changement peut en partie revenir à la distance entre la colonie et la métropole, la rigueur du climat et la proximité des Autochtones. De nos jours, il n'y a pas grand monde qui se fait appeler habitant. Au 19e siècle, la population délaisse le terme habitant pour adopter celui de Canadien, même si celui-ci est un mot utilisé par les Autochtones contemporains de Jacques Cartier. Dans la foulée du nationalisme des années 60, les termes québécois et québécoises apparaissent. Mais malgré tout, le terme habitant n'est pas tout à fait disparu. Aujourd'hui, lorsqu'on veut encourager les Canadiens de Montréal et qu'on scande « Go Habs Go », il y a un certain héritage là-dedans. Mais ça, c'est une autre histoire.